La veille de ma pendaison de crémaillère, ma sœur a réclamé ma maison comme lieu de son mariage et comme sa nouvelle demeure. Papa la lui avait promise, a dit maman. Je suis Morgane Dubois, 32 ans, une architecte qui a conçu et construit la villa de ses rêves après 5 ans à économiser chaque euro. Demain, c'est ma pendaison de crémaillère, ou du moins, ça aurait dû l'être. Quand je suis arrivé dans mon allée aujourd'hui, j'ai trouvé ma sœur Amandine en train de dire à des déménageurs où placer ses meubles dans ma maison. Oh, bien, tu es là, a dit ma mère, un presse-papier à la main. Amandine a besoin de savoir si tu seras partie d'ici vendredi. L'organisatrice de mariage a besoin que l'espace soit vide. Je suis resté figé, les clés encore à la main. Avant de vous raconter comment mon rêve s'est transformé en cauchemar familial, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour me rejoindre pour d'autres histoires de famille incroyables. L'architecture est ma passion depuis l'âge de 7 ans. Je me souviens encore d'être assise à notre table de cuisine, dessinant soigneusement des plans d'étage sur du papier millimétré pendant que les autres enfants jouaient dehors. Mes parents m'ont acheté mon premier livre d'architecture pour Noël quand j'avais 10 ans, et j'ai passé des heures à étudier des bâtiments célèbres, imaginant comment je concevrais le mien un jour. Après le lycée, j'ai cumulé 2 emplois pour payer mes études d'architecture. Contrairement à ma sœur cadette Amandine, je n'ai jamais demandé d'aide financière à nos parents. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient à l'aise, et Amandine réussissait toujours à obtenir tout ce qu'elle voulait, de nouveaux vêtements, une voiture pour son 16e anniversaire, et plus tard, la totalité de ses études universitaires payées. Pendant ce temps, j'ai obtenu mon diplôme avec des prêts étudiants qu'il m'a fallu des années pour rembourser. Malgré le fardeau financier, j'ai excellé dans ma carrière. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste chez Leclerc et Associés, l'un des cabinets d'architecture les plus prestigieux de Lyon. Pendant 8 ans, j'ai travaillé 60 heures par semaine, gravissant les échelons d'architecte junior à chef de projet. Mes conceptions ont remporté des prix, apportant de la reconnaissance au cabinet et me valant la réputation d'être l'un des talents émergents en architecture résidentielle. Pendant tout ce temps, j'ai vécu dans un minuscule appartement d'une chambre, à peine 65 mètres carrés, tandis que mes amis achetaient des maisons et que ma sœur emménageait dans un condominium de luxe payé par nos parents comme cadeau de fin d'études. J'ai économisé chaque euro supplémentaire pour mon rêve. Je préparais mes déjeuners au lieu de manger au restaurant. J'ai conduit la même Renault d'occasion pendant 12 ans. Les vacances étaient rares, et quand j'en prenais, je restais chez des amis au lieu de réserver des hôtels. Mon petit ami Michel, que j'ai rencontré lors d'un événement client il y a 3 ans, était la seule personne qui comprenait vraiment mon sacrifice. Tu vises le long terme, me disait-il quand je me sentais découragé en regardant les autres profiter de luxe que je me refusais. Et quand tu auras terminé, tu auras quelque chose qui t'appartiendra à 100%. Après 5 ans de recherche, j'ai finalement trouvé le terrain parfait, 1,5 hectare surplombant le lac d'Argent, avec vue sur les montagnes et suffisamment d'intimité pour créer mon sanctuaire. La propriété n'était pas bon marché, mais j'avais économisé suffisamment pour la compte et obtenu un prêt à la construction pour le reste. Pendant 6 mois, j'ai passé chaque soirée et chaque week-end à dessiner les plans de ma villa, 3 chambres, un bureau à domicile, un espace de vie à air ouverte avec des baies vitrées du sol au plafond pour capturer la vue, et une terrasse panoramique. J'ai conçu des armoires sur mesure pour la cuisine, choisi chaque luminaire et spécifié chaque matériau. Ce n'était pas seulement une maison, c'était la manifestation physique du travail et de la passion de ma vie. Le processus de construction a été à la fois exaltant et épuisant. J'ai engagé Didier Thomas, un entrepreneur connu pour son attention méticuleuse aux détails, mais j'étais sur le chantier presque quotidiennement, prenant des décisions et parfois même aidant aux travaux. Je me souviens d'avoir passé un samedi entier à poser des carreaux de mosaïque dans la douche de la salle de bain principale, les doigts à vif mais le cœur rempli de fierté. Lorsque des coups imprévus sont apparus, comme c'est toujours le cas dans la construction, j'ai pris des projets de conception en freelance le week-end pour les couvrir. Lorsque les fenêtres sur mesure que j'avais commandées sont arrivées dans la mauvaise taille, j'ai travaillé avec le fabricant pour résoudre le problème sans retarder le projet. Lorsqu'une tempête soudaine a endommagé certains matériaux, c'est moi qui ai organisé les remplacements et ajusté le calendrier. Mes parents ont visité le chantier exactement 2 fois. Les 2 fois, mon père, Guillaume, a fait des commentaires sur le fait que je frimais avec une maison aussi élaborée. C'est trop d'espace pour une seule personne, a-t-il dit en regardant la structure en cours de montage. Tu aurais dû construire quelque chose de plus pratique. Ma mère, Patricia, m'a surtout demandé si j'étais sûr de pouvoir me le permettre, malgré mes assurances répétées que j'avais soigneusement planifié mes finances.
Amandine est venue une fois avec son petit ami Julien. Tandis que Julien posait des questions réfléchies sur la conception, Amandine a traversé les lieux d'un œil critique. L'îlot de cuisine est trop grand, a-t-elle dit. Et pourquoi gaspiller de l'espace pour un bureau à domicile? Tu ne l'utiliseras jamais. J'ai ignoré ses commentaires, les attribuant à sa compétitivité habituelle. Après 14 mois de construction, d'inspection et de finition, ma villa était terminée. Je me tenais dans l'allée le jour où Didier m'a remis les derniers documents, regardant ma création avec incrédulité. Les lignes modernes, la façade en pierre naturelle, les vastes fenêtres reflétant le coucher de soleil. C'était exactement comme je l'avais imaginé, mais en quelque sorte encore plus beau en réalité. Tu l'as fait, a dit Didier en me tapant sur l'épaule. J'ai construit beaucoup de maisons sur mesure, mais je n'ai jamais eu de client aussi dévoué que toi. Cet endroit est spécial parce que tu y as mis ton cœur dans chaque centimètre carré. J'ai emménagé progressivement au cours des 2 semaines suivantes, plaçant soigneusement les meubles que j'avais économisés ou construits moi-même. Michel m'a aidé à accrocher des œuvres d'art et à organiser ma collection de livres. Cet endroit est le reflet de toi, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur la terrasse, regardant le coucher de soleil sur le lac. Élégant mais pratique, beau mais fonctionnel. Exactement comme son architecte. La pendaison de crémaillère était prévue pour samedi, une célébration non seulement de ma nouvelle maison, mais aussi du voyage qu'elle représentait. J'avais invité des collègues, des amis, des voisins et, bien sûr, ma famille. Je ne savais pas que ma sœur avait des plans très différents pour la maison de mes rêves, des plans qui allaient entrer en collision avec les miens de la manière la plus douloureuse possible. La semaine précédant ma pendaison de crémaillère, j'ai pris quelques jours de congé pour finaliser tout dans la villa. Je voulais que chaque détail soit parfait à l'arrivée de mes invités. J'ai planté des fleurs colorées le long de l'allée, accroché des guirlandes lumineuses extérieures sur la terrasse et disposé mes meubles pour créer des espaces de conversation confortables. La maison me semblait déjà chez moi, mais je voulais qu'elle soit aussi accueillante pour les autres. Mardi soir, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, qui appelait pour confirmer à quelle heure il devait arriver samedi. Mais avant que je puisse répondre, elle a ajouté, et Amandine veut savoir si tu peux nous remontrer la maison avant la fête. Elle et Julien finalisent les plans du mariage et elle a besoin de prendre d'autres mesures. Des mesures, ai-je demandé, marquant une pause alors que j'arrangeais des verres à vin dans le meuble encastré que j'avais conçu. Pourquoi faire? Oh, tu sais, juste pour s'assurer que tout rentrera, a répondu ma mère vaguement. Il rencontre l'organisatrice de mariage demain et Amandine doit lui donner quelques chiffres. C'était la première fois que j'entendais parler d'Amandine ayant besoin des mesures de ma maison pour l'organisation de son mariage, mais j'ai accepté la visite, pensant qu'elle voulait peut-être trouver des idées pour leur future maison. Amandine et Julien étaient fiancés depuis 3 mois, le mariage étant prévu pour le printemps prochain. Ils cherchaient toujours un lieu, Amandine ayant déjà rejeté plusieurs options car elle n'était pas assez spéciale. Le lendemain, mes parents sont arrivés avec Amandine vers 16 heures. Dès qu'ils sont entrés, quelque chose m'a paru étrange. Ma mère portait un grand classeur intitulé « Mariage » et Amandine avait amené son amie Brigitte, qu'elle a présentée comme son organisatrice de mariage. Le hall d'entrée est plus petit que dans mes souvenirs, a dit Amandine immédiatement, regardant autour d'elle d'un air critique. Tu penses qu'on pourra y mettre la table d'accueil, Brigitte? Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, mon père est intervenu, montre-nous à nouveau le jardin. Je veux voir où on pourrait installer la tente. Confuse, je les ai conduits à travers la maison jusqu'aux portes arrière qui s'ouvraient sur le vaste jardin en pente douce vers le lac. Pendant que je leur montrais les lieux, Amandine et Brigitte prenaient des photos et des notes. Amandine arpentait le périmètre du jardin, faisant des gestes comme si elle plaçait des objets imaginaires. Ce serait parfait pour la cérémonie, a-t-elle dit en désignant la zone plate près de l'eau où j'avais prévu de construire un foyer. Et nous pourrions dîner sur la terrasse, puis danser dans le salon principal. Un sentiment de malaise s'est installé dans mon estomac. Amandine, dis-je prudemment, envisages-tu de te marier ici? Ma sœur s'est tournée vers moi avec un grand sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne serait-ce pas parfait? La famille de Julien est immense et nous avons besoin d'un endroit spécial. Aucune salle de bal d'hôtel n'aurait cette vue. Mais c'est ma maison, dis-je, luttant pour garder un ton neutre. Je viens d'emménager. C'est un investissement familial, a objecté mon père, utilisant une expression que je ne l'avais jamais entendu dire auparavant. Nous devrions tous en bénéficier. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise,
mais avant que je puisse répondre, Amandine passait déjà à autre chose, conduisant Brigitte à travers les portes-fenêtres dans mon salon. Ces meubles devraient partir, disait-elle en désignant le canapé sectionnel sur mesure que j'avais conçu spécifiquement pour l'espace. Il faudrait y faire entrer au moins 15 tables. Je les ai suivis, de plus en plus confus et inquiètes. Au fur et à mesure que nous avancions dans la maison, les commentaires d'Amandine devenaient plus possessifs. Dans la chambre principale, elle s'est tournée vers Brigitte et a dit « Ce serait parfait pour la suite nuptiale, tu ne crois pas ? On pourrait installer des postes de coiffure et de maquillage le long de ce mur. » Dans mon bureau à domicile, où j'avais soigneusement disposé ma table à dessin près de la fenêtre pour capter la lumière du nord, Amandine a sorti un mètre ruban et a commencé à mesurer les murs. Je pense que cela pourrait être converti en une très belle chambre d'enfant, éventuellement, dit-elle nonchalamment. La lumière est bonne. Une chambre d'enfant, répétai-je, la voix s'élevant légèrement. Amandine, qu'est-ce que tu prévois exactement ? Ma mère est rapidement intervenue, rien n'est gravé dans le marbre, ma chérie. Amandine explore juste les options. Tu as tellement d'espace ici pour une seule personne. Tout au long de la visite, mon père n'arrêtait pas de faire des commentaires étranges sur le fait que la maison était un bien familial, et que tout le monde avait contribué à sa réalisation. C'était manifestement faux. J'avais conçu et payé pour tout moi-même, à l'exception d'un prêt de 50 000 € de mon père pendant la construction, lorsqu'un de mes investissements n'avait pas mûri à temps pour couvrir un paiement. J'avais remboursé ce prêt intégralement il y a 3 mois. Au moment de partir, Amandine est restée en retrait, posant sa main sur l'îlot de cuisine sur mesure que j'avais conçu avec des bords en cascade de marbre de Carrare. Tu sais, dit-elle en caressant la pierre fraîche, Julien et moi avons vraiment besoin de trouver un endroit après le mariage. Nous avons cherché, mais rien ne nous convient. Rien comme ça. Le commentaire est resté en suspens entre nous, lourd de sous-entendus. Avant que je puisse répondre, elle a souri vivement et a ajouté, « J'ai tellement hâte de voir ce que tu vas faire de cet endroit. » Bien que, si c'était moi, j'aurais conçu la salle de bain principale différemment. Ces carreaux que tu as choisis sont déjà en train de se démoder. Après leur départ, j'ai appelé Michel, perturbé par toute cette interaction. Est-ce que je surréagis, ou était-ce vraiment bizarre, lui ai-je demandé. Absolument bizarre, a-t-il confirmé. On dirait qu'Amandine a des vues sur ta maison. Mais c'est la tienne. Tu l'as conçue, tu l'as payée, et tu as tous les documents pour le prouver. Ne la laisse pas te monter la tête. J'ai essayé de chasser cet incident de mon esprit et de me concentrer sur la préparation de ma pendaison de crémaillère. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé que je rentrais chez moi pour trouver tous mes meubles disparus, remplacés par des décorations de mariage, et Amandine debout dans ma cuisine disant « Oh, personne ne t'a dit ? C'est ma maison maintenant. » Je me suis réveillé mal à l'aise, avec le sentiment tenace que le rêve pourrait être plus prophétique que je ne voulais l'admettre. Vendredi matin, la veille de ma pendaison de crémaillère, je me suis réveillé tôt, excité à l'idée de terminer les derniers préparatifs. J'avais une réunion au travail qui ne pouvait pas être reportée, mais je prévoyais de partir à midi, de m'arrêter pour la commande de traiteur et de passer l'après-midi à tout installer. Tout se déroulait comme prévu, et à 11h30, je terminais ma présentation au client. « Excellent travail, comme d'habitude, Morgane », a dit mon patron alors que les clients partaient. « Tu semblais distraite cette semaine, mais tu as vraiment assuré aujourd'hui. » « Merci », ai-je répondu en rassemblant mes affaires. J'étais concentré sur la préparation de ma nouvelle maison pour la pendaison de crémaillère de demain. Ah, la fameuse villa. J'ai hâte de la voir. Besoin d'aide pour l'installation aujourd'hui. J'ai décliné son offre et je suis parti, m'arrêtant à la boulangerie pour récupérer le plateau de dessert que j'avais commandé, puis au magasin de vin pour quelques bouteilles supplémentaires. Le coffre de ma voiture était rempli de tout ce dont j'avais besoin pour une pendaison de crémaillère parfaite, fleurs, serviettes de cocktail, plats de service et petits cadeaux pour mes invités ou des sous-verres personnalisés représentant une aquarelle de ma nouvelle maison. En tournant dans ma rue, j'ai remarqué plusieurs voitures inconnues garées le long de la route menant à ma maison. Une grande camionnette blanche avec « événement d'élite » peint sur le côté était garée en marche arrière devant ma porte d'entrée, et des gens que je ne reconnaissais pas transportaient des choses à l'intérieur. Confus et alarmé, je me suis garé dans mon allée et me suis précipité vers la maison. En entrant, je me suis figé sous le choc. Mon salon avait été complètement réaménagé. Les meubles avaient été poussés contre les murs, et 3 hommes mesuraient l'espace au sol. Une femme que j'ai reconnue comme étant Brigitte,
l'organisatrice de mariage d'Amandine, se tenait au centre de la pièce, dirigeant l'activité. La piste de danse ira ici, disait-elle, et nous devrons déplacer ces étagères pour faire de la place pour l'installation du DJ. Excusez-moi, dis-je fort en posant les boîtes que je portais. Que se passe-t-il ici? Brigitte s'est tournée, surprise. Oh, vous devez être la sœur. Amandine a dit que vous pourriez passer. Ne vous inquiétez pas, nous faisons attention à vos affaires. Mes affaires, répétai-je, incrédule. C'est ma maison. Pourquoi déplacez-vous mes meubles? Avant que Brigitte puisse répondre, Amandine est sortie de ma cuisine, suivie de Julien et de leur amie Camille, qui était apparemment traiteur. Morgane, s'exclama Amandine, ne semblant pas le moins du monde coupable. Tu es en avance. Nous pensions que tu serais au travail jusqu'à plus tard. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison, ai-je demandé, la voix s'élevant. Pourquoi ces gens touchent-ils à mes affaires? Amandine a échangé un regard avec Julien, qui semblait mal à l'aise. Nous planifions juste la disposition pour la réception du mariage, dit-elle nonchalamment. Ne t'inquiète pas, tout sera remis en place après. Après? J'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Amandine, je n'ai jamais accepté d'organiser ton mariage ici. Et j'ai ma pendaison de crémaillère demain. L'expression d'Amandine a changé, se durcissant légèrement. À ce sujet, dit-elle, nous pensions que tu devrais peut-être reporter. Nous devons prendre des mesures et prendre des décisions ce week-end. Le mariage n'est que dans 6 mois. J'étais sur le point de répondre lorsque la porte d'entrée s'est rouverte et mes parents sont entrés. Ma mère portait un grand classeur et mon père était au téléphone. Bien, tu es là, a dit ma mère en me voyant. Nous devons discuter du calendrier. Amandine doit envoyer les save the date la semaine prochaine, donc nous devons tout finaliser aujourd'hui. Finaliser quoi, ai-je demandé, ma confusion se transformant en colère. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit de tout ça. Mon père a mis fin à son appel et s'est approché de nous. Morgane, ne sois pas difficile. C'est un moment important pour ta sœur. Je suis difficile? J'ai fait un geste vers mon salon perturbé. Vous avez tous envahi ma maison sans permission et commencé à réarranger mes meubles. Ce n'est pas seulement ta maison, a dit mon père d'un ton dédaigneux. C'est un investissement familial. De quoi parlez-vous, ai-je demandé. J'ai conçu cette maison, je l'ai payée, je l'ai construite. Ma mère s'est avancée, posant une main sur mon bras. Ma chérie, ton père a contribué de manière significative à cette maison, et nous avons toujours discuté du fait qu'elle serait un bien familial. Quoi? Je me suis dégagé de son contact. Papa m'a prêté 50 000 € pendant la construction, que j'ai remboursé intégralement il y a 3 mois. Et nous n'avons jamais discuté du fait que ce serait un bien familial. Ce n'est pas comme ça que ton père s'en souvient, a dit ma mère doucement. Il s'est souvenu d'une contribution beaucoup plus importante. Je me suis tourné vers mon père, qui évitait maintenant mon regard. Papa, qu'est-ce que tu leur dis? Il s'est éclairci la gorge. J'ai couvert la plupart des dépenses importantes. Le terrain, les travaux de fondation, les fenêtres sur mesure, tout ça, c'était moi. Je l'ai regardé, incrédule. C'était une fabrication complète. J'avais des documents pour chaque dépense, chaque paiement, chaque décision. C'est absolument faux, dis-je, la voix tremblante. J'ai tous les reçus, tous les relevés bancaires. J'ai tout payé moi-même, sauf ce prêt que j'ai remboursé. Les familles s'entraident, Morgane, a interrompu ma mère. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi. Tu n'es qu'une personne. Elles fondent une famille. Qu'est-ce que vous dites exactement, ai-je demandé, bien que je commençais à comprendre l'horrible vérité. Amandine s'est avancée, passant son bras autour de Julien, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Maman et papa nous donnent la maison comme cadeau de mariage, a-t-elle annoncé. Nous emménagerons après la lune de miel. La pièce semblait tourner autour de moi. Vous donnez ma maison? La maison que j'ai construite? C'est logique, a dit mon père fermement. Amandine et Julien ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie ensemble. Tu peux trouver un autre appartement en ville, plus près de ton travail. J'ai regardé mon père, puis ma mère, puis Amandine, cherchant un signe que c'était une sorte de blague tordue. Il n'y en avait aucun. C'est insensé, ai-je finalement réussi à dire. C'est ma maison.
J'ai l'acte de propriété à mon nom. Vous ne pouvez pas simplement la donner. L'acte peut être transféré, a dit mon père d'un ton dédaigneux. J'ai déjà parlé à mon avocat à ce sujet. J'ai remarqué que Julien bougeait mal à l'aise à côté d'Amandine. Il s'est éclairci la gorge. Je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu, a-t-il commencé, mais Amandine l'a interrompu. Il n'y a pas de malentendu, dit-elle sèchement. Papa nous a promis la maison il y a des mois, quand nous nous sommes fiancés. Nous avons planifié le mariage autour de ça. Il y a des mois, répétai-je, la trahison me coupant encore plus profondément. Vous avez prévu de prendre ma maison pendant des mois. Personne ne prend rien, a objecté ma mère. C'est un cadeau de la famille à Amandine et Julien. J'ai regardé autour de mon salon, les étrangers mesurant et prenant des notes, Brigitte consultant son classeur de mariage, Camille esquissant des plans de cuisine. Puis j'ai regardé ma famille, l'expression têtue de mon père, le sourire apaisant de ma mère, la posture arrogante de ma sœur. Tout le monde doit partir, dis-je, calmement mais fermement. Maintenant. Ne sois pas ridicule, se moqua Amandine. Nous avons du travail à faire. Ta pendaison de crémaillère peut attendre. Elle n'attend pas, dis-je, ma voix gagnant en force. Elle a lieu demain, comme prévu. Dans ma maison. Parce que c'est ma maison, et aucun de vous n'a le droit d'être ici sans ma permission. Mon père s'est avancé vers moi, le visage rougeoyant. Morgane, tu es égoïste et déraisonnable. Ta sœur a besoin. Je me fiche de ce dont Amandine a besoin, ai-je crié, perdant finalement mon sang-froid. C'est ma maison. Je l'ai conçue, je l'ai payée, je l'ai construite. Et je veux que tout le monde sorte, tout de suite. La pièce est tombée dans le silence. Même les ouvriers ont arrêté ce qu'ils faisaient. Vous l'avez entendu, a soudainement dit Julien, surprenant tout le monde. Allons-y, Amandine. Nous ne devrions pas être ici. Amandine s'est tournée vers lui, la trahison peinte sur son visage. Tu prends son parti? Je ne prends pas parti, dit-il prudemment. Mais si Morgane dit que c'est sa maison et qu'elle a les documents pour le prouver, alors nous devons respecter cela. Maman, papa, dites-lui, a exigé Amandine en se tournant vers nos parents. Ma mère avait l'air affligée. La mâchoire de mon père était serrée dans une ligne têtue. Ce n'est pas fini, Morgane, a-t-il dit. Nous en discuterons en famille plus tard. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu. C'est ma propriété, légalement et de toutes les autres manières. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Lentement, à contre-cœur, ils ont commencé à rassembler leurs affaires. Brigitte a maladroitement demandé aux ouvriers de remballer leur équipement. Camille a marmonné des excuses en se glissant devant moi vers la porte. Au moment où Amandine partait, elle s'est retournée vers moi, des larmes de colère dans les yeux. Tu as toujours été égoïste, siffla-t-elle. Toujours à te mettre en premier. Ça aurait été parfait pour nous. Parfait pour toi, l'ai-je corrigé. À mes dépens, comme d'habitude. Après que tout le monde soit parti, j'ai verrouillé la porte et me suis effondré sur mon canapé, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, nous devons en parler rationnellement. Ton père est très contrarié. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Michel, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. Ils ont essayé de prendre ma maison, dis-je quand il a répondu. Ils ont vraiment essayé de donner ma maison à Amandine. Après l'arrivée de Michel, j'ai complètement craqué. Assise sur le sol de ma chambre principale, la pièce qu'Amandine avait nonchalamment désignée comme sa suite nuptiale, j'ai sangloté de manière incontrôlable pendant qu'il me tenait dans ses bras. Je ne comprends pas, n'arrêtais-je pas de dire entre deux sanglots. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu penser qu'ils avaient le moindre droit sur ma maison? Michel m'a caressé les cheveux, son expression un mélange d'inquiétude et de colère en mon nom. Je ne sais pas, Morgane. C'est au-delà de toute compréhension. L'ampleur de la trahison était écrasante. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque heure supplémentaire que j'avais travaillé, chaque euro que j'avais économisé, tout cela menant à ce moment où ma propre famille essayait de me voler mon rêve. Ce n'était pas seulement une question de maison elle-même, bien que ce fût déjà assez dévastateur. C'était le mépris total pour tout ce que j'avais accompli. 5 ans, ai-je murmuré, fixant le luminaire sur mesure que j'avais conçu moi-même. 5 ans de ma vie à économiser et à planifier.
14 mois de construction où j'étais ici presque tous les jours. Toutes ces nuits à travailler sur des plans jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis souvenu du jour où les fondations ont été coulées, comment j'avais pris un jour de congé personnel juste pour être là. Je me suis souvenu d'avoir installé moi-même la quincaillerie des armoires de cuisine parce que je voulais que ce soit parfait. Je me suis souvenu de la fierté que j'ai ressentie lorsque l'inspection finale a été terminée et que le certificat d'occupation a été délivré. Et il débarque ici et décide que c'est le cadeau de mariage d'Amandine, ma voix s'est brisée. Comme si ma vie et mon travail ne signifiaient rien. La mâchoire de Michel s'est crispée. Ils ne peuvent pas faire ça, Morgane. Légalement, ils n'ont aucune base solide. Mais pourquoi essaieraient-ils même? Ai-je demandé en essuyant mes yeux. Pourquoi mes parents soutiendraient-ils cela? Pourquoi mentiraient-ils en disant qu'ils ont payé pour ça? Pendant que je parlais, mon téléphone vibrait à plusieurs reprises avec des textos de ma mère. S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons en discuter comme des adultes. Ton père est très contrarié par la façon dont tu lui as parlé. Amandine pleure. J'espère que tu es satisfaite. La famille devrait passer en premier, Morgane. Chaque message était comme un nouveau coup de poignard. J'ai finalement éteint mon téléphone, incapable d'en supporter davantage. La sonnette a retenti et Michel est allé voir qui c'était. Il est revenu un instant plus tard. C'est Amandine, dit-il sombrement. Elle est seule. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie avait besoin de réponses. Je me suis éclaboussé le visage d'eau froide, j'ai pris une profonde inspiration et je suis allé à la porte. Amandine se tenait sur mon porche, les bras croisés. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était provocante plutôt qu'excusante. Puis-je entrer, demanda-t-elle. Pourquoi? Pour mesurer d'autres pièces? Elle a soupiré de façon dramatique. Pour parler. Sans tout le monde autour. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Nous nous sommes assises à mon îlot de cuisine, celui qu'elle avait caressé de manière possessive quelques jours plus tôt. Pourquoi, Amandine, ai-je demandé simplement. Pourquoi ferais-tu ça? Elle a regardé autour de la cuisine, évitant mon regard. Ce n'est juste pas juste, a-t-elle finalement dit. Tu as toujours tout, les prix, la reconnaissance, la carrière parfaite. Et maintenant, cette maison incroyable. Avoir tout, répétai-je, incrédule. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Pendant ce temps, maman et papa ont payé tes études, t'ont acheté un appartement, ont financé ton style de vie. C'est différent, l'interrompit-elle. Ils m'ont aidé parce que j'en avais besoin. Tu n'as jamais eu besoin de rien. J'avais besoin de soutien, dis-je doucement. Pas de soutien financier, mais de soutien émotionnel. De reconnaissance pour mes accomplissements. De fierté pour ce que j'ai accompli. Au lieu de cela, papa qualifie ma carrière de frime et maman me demande quand je vais me ranger, comme toi. Amandine s'est agitée, mal à l'aise. Ils sont fiers de toi. Ils ont une drôle de façon de le montrer. Mais ça n'explique pas pourquoi tu as pensé que tu pouvais prendre ma maison. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Papa a dit que ce serait notre cadeau de mariage. Il a dit qu'il avait contribué de manière significative à la construction et qu'il avait une participation dans la propriété. C'est un mensonge, dis-je fermement. Il m'a prêté 50 000 €, que j'ai remboursés. J'ai les documents. Eh bien, il ne l'a pas présenté de cette façon, dit-elle sur la défensive. Il a dit que la maison était en partie son investissement et qu'il avait le droit de nous la donner. Et tu as cru ça? Tu as pensé que c'était acceptable de prendre la maison que j'ai conçue et construite? Nous t'aurions indemnisé, dit-elle, comme si cela améliorait les choses. Papa a dit. Je me fiche de ce que papa a dit. J'ai frappé ma main sur le comptoir, faisant sursauter Amandine. C'est ma maison. Le fait que tu aies même envisagé de la prendre montre le peu de respect que tu as pour moi. Le visage d'Amandine s'est décomposé, mais je ne pouvais pas dire si c'était un remords sincère ou des larmes manipulatrices. Tu ne comprends pas. Les parents de Julien nous offrent ce mariage élaboré, mais rien pour après. Ils s'attendent à ce que nous nous débrouillions nous-mêmes. Quand papa a offert la maison, ça semblait être la solution parfaite. Parfait pour qui, ai-je demandé amèrement. Certainement pas pour moi. Michel, qui avait observé en silence depuis le seuil, est entré dans la cuisine. Est-ce que Julien était au courant de cet arrangement?
Amandine a hésité. Pas exactement. Il savait que papa nous aidait à trouver un endroit, mais... Elle s'est interrompue. Il ne savait pas que tu prévoyais de prendre ma maison, ai-je terminé pour elle. C'est pourquoi il avait l'air si mal à l'aise aujourd'hui. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Alors que nous étions assises dans un silence inconfortable, j'ai remarqué le téléphone d'Amandine sur le comptoir. Il s'est allumé avec une notification de texto de notre mère, est-elle raisonnable maintenant? Rappelle-lui l'obligation familiale. Quelque chose en moi a craqué. J'ai attrapé le téléphone avant qu'Amandine ne puisse m'arrêter et j'ai commencé à faire défiler ses messages. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais imaginé. Des mois de conversation entre Amandine et nos parents, planifiant comment ils allaient réclamer ma maison une fois qu'elle serait terminée. Papa dit que le prêt lui donne un levier, lisait-on dans un message d'Amandine. Maman pense que nous devrions attendre après ta pendaison de crémaillère pour annoncer la nouvelle, disait un autre. Nous devrons repeindre ce verre dans la chambre d'amis, CI2, disait un troisième. En faisant défiler, j'ai trouvé des photos qu'Amandine avait prises lors de ses visites, des photos avec des annotations sur les changements qu'ils apporteraient, les meubles qu'ils garderaient, même quel placard serait le sien et lequel serait celui de Julien. Vous avez planifié ça pendant des mois, dis-je, la voix vide, en lui rendant le téléphone. Toutes ces fois où tu as critiqué mes choix de conception, tu pensais déjà à la façon dont tu les changerais. Amandine a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Ce n'était pas comme ça, dit-elle faiblement. Alors, c'était comment, ai-je exigé. Explique-moi comment ce n'est pas une trahison complète. Elle n'a pas pu répondre. Je pense que tu devrais partir, ai-je finalement dit. Et dis à maman et papa de ne pas venir demain. Ils ne sont plus invités à ma pendaison de crémaillère. Morgane, non. Je l'ai coupé. J'en ai fini. Ce n'est pas un malentendu ou un problème de communication. C'était un plan délibéré pour prendre quelque chose qui m'appartient, quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Après son départ, j'ai eu une autre crise. L'épreuve de leur tromperie de plusieurs mois était trop lourde à supporter. Je me suis recroquevillé sur le sol de ma chambre, luttant pour respirer à travers la panique et la trahison. Je ne peux pas faire la pendaison de crémaillère, ai-je dit à Michel entre deux sanglots. Je ne peux pas prétendre que tout est normal. Je ne peux même plus regarder cette maison de la même façon. Si, tu peux, dit-il fermement, s'agenouillant à côté de moi. C'est ta maison, Morgane. Ta création. Ne les laisse pas la souiller. Mais leur présence était partout maintenant. Je pouvais voir Amandine mesurer mon bureau pour une chambre d'enfant. Je pouvais entendre mon père prétendre qu'il avait payé les fenêtres sur mesure. Je pouvais sentir la tape dédaigneuse de ma mère alors qu'elle expliquait pourquoi Amandine méritait ma maison plus que moi. Ils n'ont jamais été fiers de moi, ai-je murmuré, une prise de conscience qui m'a blessé plus profondément que la tentative de vol. Toutes ces années, toutes mes réussites, ils n'ont jamais rien valorisé de tout ça. Michel m'a serré plus fort. Moi, je suis fier de toi, a-t-il dit. Tes amis sont fiers de toi. Tes collègues te respectent. Ne laisse pas la perspective déformée de ta famille définir ta valeur. J'ai hoché la tête contre son épaule, mais la douleur est restée. La maison qui avait été mon rêve, mon sanctuaire, me semblait maintenant contaminée par leur trahison. Chaque coin portait l'écho de l'arrogance d'Amandine, des mensonges de mon père, de la manipulation de ma mère. Comment pouvais-je la récupérer comme mienne? Comment pouvais-je avancer en sachant que ma propre famille avait conspiré contre moi? Et surtout, comment pouvais-je me protéger de ce qu'il pourrait essayer ensuite? À la tombée de la nuit, je me suis assise sur ma terrasse surplombant le lac, enveloppée dans une couverture, essayant de renouer avec la joie que j'avais ressentie lors de mon emménagement. Mais tout ce que je pouvais entendre, c'étaient les mots d'Amandine, ce serait parfait pour nous. Pas pour moi, pour eux. Et cela résumait toute ma relation avec ma famille. On s'attendait toujours à ce que je me sacrifie pour Amandine, que je m'efface, que je renonce à ce qui était à moi pour son bénéfice. Mais cette fois, je ne pouvais pas. Cette fois, je ne le ferai pas. Cette maison était à moi, et je me battrais pour elle avec tout ce que j'avais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de détermination renouvelé. Michel était resté dormir dans la chambre d'amis pour s'assurer que je n'étais pas seul. Il m'a apporté du café au lit, s'asseyant à côté de moi alors que je fixais le plafond. « Quel est le plan » demanda-t-il doucement.
D'abord, je dois mettre de l'ordre dans mes documents, ai-je répondu en me redressant. Ensuite, j'ai besoin d'un soutien émotionnel. J'ai appelé ma meilleure amie Rachel, qui est arrivée en moins d'une heure, furieuse en mon nom. Ils ont fait QOI, s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. Ah non, pas question. Ça ne se passera pas comme ça. Avec le soutien de Rachel et Michel, j'ai commencé à rassembler méthodiquement des preuves. J'ai sorti tous mes dossiers financiers relatifs à la maison, relevés bancaires montrant mes versements à l'entreprise de construction, l'acte d'achat initial du terrain avec ma seule signature, le contrat de construction me désignant comme unique cliente. J'ai trouvé l'accord de prêt avec mon père, daté de 18 mois plus tôt, pour exactement 50 000 €, auquel était jointe la documentation du virement bancaire remboursant la totalité du montant 3 mois auparavant, ainsi qu'un texto de mon père accusant réception, j'ai reçu l'argent. Tu n'avais pas besoin de payer d'intérêt, mais merci. Ensuite, j'ai appelé Didier Thomas, mon chef de chantier. Morgane, comment va la maison? Demanda-t-il joyeusement. La maison est parfaite, Didier, mais j'ai un problème. J'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé. Didier est resté silencieux un moment, puis a dit, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Ton père n'a absolument pas participé à la construction, à l'exception de ce paiement que tu as ensuite remboursé. Tu as pris toutes les décisions, payé toutes les factures. J'ai tous les documents pour le prouver. Serais-tu prêt à mettre ça par écrit pour moi? Ai-je demandé. Absolument. Je t'enverrai une déclaration complète par email aujourd'hui. Et Morgane, ne les laisse pas te faire ça. Cette maison est à toi, de toutes les manières possibles. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me sentant légèrement plus en sécurité. Ensuite, j'ai appelé mon avocate, Liliane Moreau. C'est simple, m'a-t-elle assuré après avoir entendu l'histoire. La maison est titrée uniquement à ton nom. Ton père n'a aucun droit légal sur elle, d'autant plus que tu as remboursé son prêt. Ils ne peuvent pas donner une propriété qui ne leur appartient pas, et leur affirmation selon laquelle elle a toujours été destinée à être un bien familial? À moins qu'ils n'aient des documents prouvant une sorte d'accord de propriété, leur affirmation est sans fondement. Les accords verbaux concernant l'immobilier ne sont pas exécutoires, et même s'ils l'étaient, tu as des preuves contredisant leur version des faits. Avec l'assurance de Liliane que ma position légale était solide, je me sentais prête à aborder l'aspect émotionnel de la confrontation. Rachel a suggéré que nous procédions à la pendaison de crémaillère comme prévu. Ne les laisse pas te voler cette célébration, a-t-elle insisté. C'est ton moment, ta réussite. Tes vrais amis seront là pour te soutenir. J'ai accepté, et nous avons passé les heures suivantes à préparer la fête. Pendant que nous travaillions, Rachel m'a aidé à répéter ce que je dirais lorsque je devrais inévitablement affronter à nouveau ma famille. Reste calme, m'a-t-elle conseillé. Ne les laisse pas te provoquer une réaction émotionnelle. Tiens-t'en aux faits et souviens-toi que tu as toutes les cartes en main. Vers midi, alors que nous arrangions des fleurs dans la salle à manger, j'ai entendu un bruit venant de l'avant de la maison. En regardant par la fenêtre, j'ai vu ma mère essayer de déverrouiller la porte d'entrée avec une clé que je ne savais pas qu'elle avait. Ils sont là, ai-je dit à Rachel, mon cœur battant la chamade malgré ma préparation. Tu gères, a-t-elle répondu en me serrant la main. Michel et moi sommes juste derrière toi. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte avant que ma mère ne puisse comprendre pourquoi sa clé ne fonctionnait pas. Elle a eu l'air surprise de me voir. J'ai changé les serrures ce matin, ai-je dit froidement. Puis-je vous aider? Ma mère s'est rapidement ressaisie. Nous devons parler, Morgane. Ton père et moi avons passé toute la nuit à nous inquiéter de cette situation. Derrière elle, je pouvais voir mon père assis dans leur voiture, parlant au téléphone. Il n'y avait aucun signe d'Amandine. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu. C'est ma maison. Je fais ma pendaison de crémaillère aujourd'hui, comme prévu. Toi, papa et Amandine n'êtes plus invités. C'est ce dont nous devons discuter, a-t-elle insisté. Ton père est très blessé par ton attitude, après tout ce qu'il a fait pour toi. Qu'a-t-il fait exactement, maman, l'interrompis-je. Parce que j'ai tous les documents montrant exactement qui a payé quoi, et ce n'était pas papa. Elle a hésité, puis a essayé une approche différente. La famille devrait se soutenir mutuellement, Morgane. Amandine et Julien ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie ensemble. Alors ils peuvent en acheter un, comme je l'ai fait, ai-je répondu. Ou papa peut leur en acheter un s'il est si inquiet. Mais cette maison est à moi.
L'expression de ma mère s'est durcie. Ton père veut te parler. Il est au téléphone avec son avocat en ce moment. Bien. Mon avocat est très clair sur le fait que je suis la seule propriétaire de cette propriété. Papa n'a aucune revendication légale que ce soit. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué que le regard de ma mère se déplaçait au-delà de moi, vers l'intérieur de la maison. Elle faisait toujours l'inventaire, l'imaginant toujours comme celle d'Amandine. Maman, dis-je fermement, ramenant son attention sur moi. Cette maison n'est pas disponible. Ni pour le mariage d'Amandine, ni comme sa maison, ni comme un bien familial. Elle est à moi. Le plus tôt vous l'accepterez tous, le mieux ce sera. L'expression de ma mère était un mélange de déception et de calcul. Nous avons un dîner de famille ce soir chez nous. Ton père insiste pour que tu sois là afin que nous puissions résoudre cela. J'ai failli rire de l'absurdité. J'ai ma pendaison de crémaillère ce soir, comme tu le sais. Et il n'y a rien à résoudre. La maison est à moi, légalement et moralement, Morgane. Je dois finir de me préparer pour mes invités, ai-je dit en commençant à fermer la porte. Si papa veut parler, il peut m'appeler demain. Mais sois clair, cette discussion portera sur la réparation de notre relation, pas sur la propriété de ma maison. Cette affaire est close. Après le départ de ma mère, je me suis appuyé contre la porte fermée, tremblant légèrement malgré mes paroles confiantes. Ça s'est bien passé, a dit Rachel, apparaissant du salon où elle avait écouté. Ce n'est pas fini, ai-je répondu. C'était juste l'escarmouche d'ouverture. Tout au long de l'après-midi, j'ai reçu un flot de textos de mes deux parents et, étonnamment, de Julien. Les messages de mes parents étaient un mélange de culpabilisation et de vagues menaces légales. Celui de Julien était différent, Morgane, je n'avais aucune idée de tout ça jusqu'à hier. Je pensais que nous envisagions juste ta maison comme lieu de mariage, pas que nous essayions de la réclamer. Je suis horrifié par toute cette situation et j'ai dit à Amandine que nous devions trouver notre propre endroit. Je suis vraiment désolé. Son message m'a apporté un petit sentiment de soulagement, au moins quelqu'un dans cette situation reconnaissait à quel point leurs actions avaient été inappropriées. À l'approche du soir, Rachel et Michel m'ont aidé à terminer les préparatifs de la fête. Mes voisins, Barbara et Thomas, sont passés tôt pour aider à installer le bar. Nous avons entendu une partie de ce qui s'est passé hier, a admis Barbara. Les ouvriers étaient très bruyants. Sachez juste que nous sommes prêts à témoigner si vous avez besoin de nous. Nous vous avons vu construire cet endroit de A à Z. Nous savons exactement à qui appartient cette maison. Leur soutien signifiait plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. À 19h, ma maison était prête pour sa véritable présentation au monde, non pas comme le lieu de mariage ou la future maison d'Amandine, mais comme ma création, mon sanctuaire, ma réussite. Alors que les premiers invités commençaient à arriver, mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Ce soir, c'était la célébration, pas la confrontation. La vraie bataille viendrait demain, et je serai prête. Le dimanche matin est arrivé avec le calme lourd qui suit une fête réussie. La pendaison de crémaillère avait été parfaite, amis et collègues remplissant ma maison de rire et d'admiration sincère pour ce que j'avais créé. Plusieurs avaient commenté l'absence de ma famille, mais je n'avais offert que de vagues explications sur un engagement antérieur. Je n'étais pas prête à partager la douloureuse vérité avec tout le monde. Je nettoyais les derniers verres quand ma sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de mes parents et le SUV d'Amandine dans mon allée. Prenant une profonde inspiration, j'ai envoyé un texto à Michel et Rachel, ils sont là. Tous. Rachel a répondu immédiatement, tu veux qu'on vienne ? Pas encore, ai-je répondu. Je dois gérer ça moi-même d'abord. J'ai ouvert la porte pour trouver mon père, ma mère, Amandine et Julien debout sur mon porche. Mon père avait l'air sévère, ma mère anxieuse, Amandine provocante et Julien mal à l'aise. Nous devons parler, a dit mon père sans saluer. En famille. J'ai envisagé de leur refuser l'entrée, mais j'ai décidé qu'il valait mieux avoir cette confrontation sur mon territoire. Entrez, dis-je, les conduisant au salon. Finissons-en. Une fois qu'ils furent assis, je suis resté debout, les bras croisés. Avant que vous ne commenciez, je veux être clair. Cette maison est à moi. J'ai tous les documents prouvant que je l'ai payée. J'ai des déclarations du chef de chantier confirmant que j'ai pris toutes les décisions. L'acte de propriété est à mon seul nom. Donc,
si vous êtes venu pour continuer cette absurde affirmation qu'elle est en quelque sorte un bien familial, vous perdez votre temps. Mon père s'est penché en avant. Morgane, j'ai contribué de manière significative à cette maison. 50 000 €, l'interrompis-je. Que j'ai remboursé intégralement il y a 3 mois. J'ai les relevés bancaires et ton texto accusant réception. Ce n'était qu'une partie, a-t-il insisté. Il y a eu d'autres contributions. Nommez-les, les défiés. Montrez-moi un seul reçu, un seul virement, un seul chèque que vous avez fait pour cette maison, au-delà de ce prêt. Il s'est agité, mal à l'aise. Nous avions un accord. Non, nous n'en avions pas, j'ai sorti un dossier de la table d'appoint et l'ai ouvert. Voici l'acte d'achat initial du terrain, avec ma seule signature. Voici le contrat de construction, avec mon seul nom. Voici des relevés bancaires montrant mes paiements pour chaque phase de la construction. Voici l'acte de propriété, avec mon seul nom dessus. J'ai placé chaque document sur la table basse en parlant. Et voici, ai-je continué, une déclaration de Didier Thomas, le chef de chantier, confirmant que j'étais la seule cliente, que j'ai pris toutes les décisions et que j'ai tout payé, à l'exception d'un paiement couvert par un prêt de votre part, qui a ensuite été remboursé. Ma mère a essayé d'intervenir. Morgane, il ne s'agit pas de paperasse. Il s'agit de famille qui est de la famille. Amandine et Julien ont besoin. Arrêtez, dis-je fermement. Il ne s'agit pas de ce dont Amandine a besoin. Il s'agit de respect. De respect pour moi, pour mon travail, pour ma réussite. Si Amandine et Julien ont besoin d'une maison, il y en a beaucoup de disponibles à l'achat. Celle-ci est prise. Amandine a finalement pris la parole. Tu as toujours été égoïste, Morgane. Toujours à te mettre en premier. J'ai ri, incrédule. Égoïste? Je suis égoïste de ne pas vouloir donner ma maison. La maison pour laquelle j'ai économisé pendant 5 ans, la maison que j'ai conçue moi-même et dont j'ai supervisé chaque aspect de la construction? Ça me rend égoïste? Tu n'as pas besoin de tout cet espace, a-t-elle argumenté. Il n'y a que toi. Nous fondons une famille. Cela ne vous donne pas droit à ma propriété. J'avais du mal à garder mon sang-froid. Et même si je vivais dans un manoir de 10 chambres toute seule, ce serait toujours à moi d'en faire ce que je veux. Mon père s'est levé, le visage rougeoyant. Ça suffit. J'en ai marre de cette attitude. Je t'ai aidé toute ta vie. Comment, l'ai-je défié? Comment exactement m'avez-vous aidé? Vous n'avez pas payé mes études. Vous ne m'avez pas aidé dans ma carrière. Vous avez critiqué mes choix, dénigré mes réussites, et maintenant vous essayez de m'enlever la seule chose que j'ai construite pour moi-même. Nous t'avons donné la vie, a objecté ma mère. Nous t'avons élevé. Nous. C'était votre obligation en tant que parent, ai-je coupé. Ça ne vous donne pas la propriété de tout ce que je crée en tant qu'adulte. Je me suis tourné vers Amandine. Et toi, j'ai trouvé les textos sur ton téléphone. Tu as planifié ça pendant des mois, prenant des photos de ma maison, discutant de la façon dont tu la changerais, la traitant comme si elle était déjà à toi. As-tu la moindre idée à quel point c'est blessant? Amandine a eu la grâce d'avoir l'air légèrement honteuse, mais s'est rapidement reprise. Papa a dit que ça irait. Il a dit que tu comprendrais une fois que nous aurions expliqué. Expliquer quoi, ai-je demandé. Que ma maison m'était volée? Que ma propre famille conspirait dans mon dos? Julien, qui était resté silencieux jusqu'alors, a finalement pris la parole. Je tiens à préciser que je n'avais aucune connaissance de ce plan. Il a regardé directement mon père. Monsieur, j'apprécie votre désir de nous aider, mais je ne peux pas et ne veux pas accepter une maison qui appartient clairement à Morgane. C'est mal à tous les niveaux. Amandine s'est tournée vers lui, la trahison dans les yeux. Julien, nous en avons discuté. Non, tu en as discuté avec tes parents, l'a-t-il corrigé. Tu m'as dit que ton père nous aidait à trouver un endroit, pas qu'il nous donnait la maison de ta sœur contre sa volonté. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Mon père regardait entre Julien et Amandine, ne s'attendant manifestement pas à cette division. Eh bien, a finalement dit mon père, si c'est ce que tu ressens, Julien, peut-être devons-nous reconsidérer complètement les plans du mariage. Guillaume, haleta ma mère. Julien s'est levé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, si votre soutien à notre mariage dépend de mon acceptation d'une propriété volée, alors oui, peut-être devons-nous reconsidérer.
Amandine a fondu en larmes. C'est de ta faute, m'a-t-elle crié. Tu gâches tout. Je n'ai rien fait d'autre que construire une maison, ai-je répondu calmement. C'est toi qui as essayé de la prendre. Mon père arpentait maintenant la pièce, le visage empourpré de colère. Cette maison devrait faire partie de l'héritage familial. C'est trop pour une seule personne. C'est égoïste de ta part de tout garder pour toi. Ce n'est pas un héritage familial, dis-je fermement. C'est ma maison. La maison que j'ai conçue, la maison que j'ai payée, la maison que j'ai construite. Le sang est plus épais que l'eau, Morgane, a essayé ma mère. La famille devrait passer en premier. Ce dicton est en fait le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus, l'ai-je corrigé. Cela signifie que les relations que nous choisissons sont plus fortes que celles dans lesquelles nous sommes nés. Et en ce moment, les personnes qui me respectent et respectent mes réussites ne sont pas celles auxquelles je suis apparenté. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte. Je pense que nous avons terminé ici. Je vous ai montré les documents. J'ai clairement indiqué ma position. Cette maison est à moi, légalement et moralement. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors nous n'avons plus rien à discuter. Mon père m'a regardé avec une colère froide. Tu regretteras ça, Morgane. Tourner le dos à sa famille est quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Je ne tourne pas le dos à ma famille, ai-je répondu. J'établis des limites. Il y a une différence. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Amandine s'est attardée un instant. J'ai cru qu'elle pourrait s'excuser. Au lieu de cela, elle a dit doucement, j'ai toujours été jalouse de toi, tu sais. L'intelligente, celle qui réussit, celle qui n'a jamais eu besoin d'aide. Je pensais que, pour une fois, je pourrais avoir quelque chose que tu avais, quelque chose de spécial. Ces mots m'ont stupéfaite. Amandine, tu pourrais construire tes propres choses spéciales. Tu n'as pas besoin de prendre les miennes. Elle a essuyé une larme. Ce n'est pas pareil. Ça ne le sera jamais. Alors qu'elle sortait, Julien s'est arrêté à côté de moi. Je suis vraiment désolé pour tout ça, Morgane. Je n'en avais aucune idée. Je te crois, dis-je. Et je suis désolé aussi. Ça ne doit pas être facile pour toi non plus. Après leur départ, j'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, épuisée mais en quelque sorte plus légère. La confrontation avait été douloureuse, mais nécessaire. J'avais tenu bon, présenté mes preuves et défendu mes limites. Pour peut-être la première fois de ma vie, j'avais refusé de sacrifier mes besoins pour les désirs d'Amandine. Michel est arrivé 20 minutes plus tard, étant resté à l'écart à ma demande mais restant en attente. Il m'a serré fort dans ses bras. Comment ça s'est passé? Aussi bien que possible, ai-je répondu en le conduisant à la cuisine où j'ai versé du café pour nous deux. Papa est furieux, maman est déçue, Amandine joue la victime et Julien est pris entre deux feux. Et toi, demanda-t-il en étudiant mon visage. J'ai réfléchi un instant. Je suis triste, ai-je admis. Triste que ça en soit arrivé là. Triste que ma propre famille ait essayé de prendre quelque chose qui signifie tant pour moi. Mais je suis aussi soulagé. Comme si je m'étais enfin libéré d'un schéma que je n'avais même pas pleinement reconnu jusqu'à présent. Le schéma de toujours céder à Amandine? J'ai hoché la tête. Toujours mettre ses besoins en premier. Toujours s'attendre à ce que je sois la responsable pendant qu'elle obtient tout ce qu'elle veut. Je pense que j'ai joué ce rôle toute ma vie sans le remettre en question. Michel a pris ma main sur le comptoir. Eh bien, tu as tenu bon cette fois. Je suis fier de toi. Le plus triste, dis-je doucement, c'est que si Amandine avait juste demandé à faire son mariage ici, j'aurais probablement dit oui. Mais ils n'ont pas demandé. Ils ont supposé. Ils ont comploté. Ils ont essayé de prendre. Ça dit tout sur eux, pas sur toi, m'a assuré Michel. Au cours de la journée, j'ai reçu des textos de Julien et de mon père. Celui de Julien était apologétique, expliquant que lui et Amandine avaient des conversations sérieuses sur les attentes et les limites. Celui de mon père était une seule ligne, cette discussion n'est pas terminée. Mais pour moi, elle l'était. J'avais clairement indiqué ma position, étayée par des documents et des principes. Cette maison était à moi, et pour la première fois de ma vie, j'avais refusé de renoncer à quelque chose d'important pour moi juste pour maintenir la paix. Ce soir-là, j'ai parcouru chaque pièce de ma villa, renouant avec la joie et la fierté que j'avais ressentie avant la tentative de vol de ma famille.
Dans la cuisine, j'ai passé ma main sur l'îlot sur mesure que j'avais conçu. Dans le salon, j'ai contemplé le coucher de soleil sur le lac à travers les baies vitrées. Dans mon bureau, je me suis assise à ma table à dessin, planifiant déjà mon prochain projet. C'était ma maison, ma création, mon sanctuaire. Et je m'étais battu pour elle, tout comme je me battrais pour moi-même désormais. Le matin de ma pendaison de crémaillère reportée s'est levé clair et lumineux, la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres que j'avais spécifiquement conçues pour capter la lumière de l'Est. Après la confrontation avec ma famille, j'avais décidé d'organiser un deuxième rassemblement, plus petit, pour les collègues et les voisins qui n'avaient pas pu assister au premier. Il me semblait important de récupérer ma maison avec une énergie positive, de créer de nouveaux souvenirs pour éclipser les douloureux. Alors que j'arrangeais des fleurs sur la table de la salle à manger, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai été surprise de trouver mon père debout là, seul, l'air inhabituellement incertain. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il doucement. « Juste nous deux. » J'ai hésité, puis je me suis écarté pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, théâtre de notre confrontation quelques jours plus tôt. « C'est une belle maison, Morgane, » dit-il en regardant autour de lui avec ce qui semblait être une véritable appréciation. « Tu as fait un travail incroyable. » « Merci, » ai-je répondu prudemment, attendant la suite. Il a soupiré lourdement. « Je te dois des excuses. D'importantes excuses. » Il a rencontré mon regard directement. « Je n'avais aucun droit de promettre ta maison à Amandine. Aucun droit de la revendiquer comme un bien familial. Et aucun droit de minimiser ta réussite en la créant. » J'étais abasourdi. Mon père s'excusait rarement pour quoi que ce soit. « La vérité, » a-t-il continué, « c'est que j'ai des problèmes financiers. Les affaires vont mal depuis quelques années maintenant. J'ai maintenu les apparences, mais la réalité me rattrape. » Il a baissé les yeux sur ses mains. « Quand Amandine et Julien se sont fiancés, je leur ai promis que je les aiderais pour la maison. C'était une promesse que je ne pouvais pas me permettre de tenir. Alors tu as décidé de leur donner la mienne à la place. » Je n'ai pas pu cacher ma douleur dans ma voix. C'était mal, a-t-il admis. Complètement mal. Je me suis convaincu que c'était logique. Tu es célibataire, ils fondent une famille. Tu as ta carrière. Je me suis dit que tu comprendrais la logique pratique de la chose. Il n'y a rien de logique à prendre la maison de quelqu'un, papa. Je le sais. Je le sais. Il s'est passé une main dans les cheveux. Je pense que j'ai toujours été un peu intimidé par toi, Morgane. Ton intelligence, ton dynamisme, ton autosuffisance. Tu n'as jamais semblé avoir besoin de moi comme Amandine. J'avais besoin de toi, dis-je doucement. Pas financièrement, peut-être. Mais j'avais besoin de ton soutien, de ta fierté pour ce que j'ai accompli. Au lieu de cela, tu as toujours agi comme si ma carrière était une sorte de phase, ou pire, une sorte de frime. Il a hoché la tête lentement. Je le vois maintenant. Et je suis vraiment désolé. Ce que tu as construit ici, c'est remarquable. Pas seulement la maison, mais ta vie, ta carrière. J'aurais dû célébrer ça avec toi, pas essayer de le rediriger au profit d'Amandine. L'aveu était plus significatif que je ne l'avais prévu. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Amandine ne sait pas que je suis ici, a-t-il finalement dit. Elle est toujours contrariée. Ta mère aussi, bien que je pense qu'elle commence à comprendre ma part dans la création de ce gâchis. Mais j'avais besoin de venir te le dire directement. J'avais tort. Complètement tort. Merci, dis-je. Ça signifie beaucoup pour moi. Je ne m'attends pas à ce que tout soit réglé immédiatement, a-t-il ajouté. Mais j'espère que nous pourrons travailler à reconstruire la confiance. Après son départ, je suis restée assise longtemps, traitant notre conversation. Ce n'était pas une résolution complète, il y avait encore des sentiments blessés et une confiance endommagée. Mais c'était un début, une fissure dans le schéma qui avait défini notre dynamique familiale pendant des décennies. Michel est arrivé tôt pour aider aux préparatifs de la fête. Ton père était là, demanda-t-il quand je lui ai parlé de la visite. Et il s'est vraiment excusé. Je suis aussi choqué que toi, ai-je admis. Mais ça semblait sincère. Il a des problèmes financiers, ce qui explique en partie, bien que ça n'excuse pas, lui pardonnes-tu? J'ai examiné la question attentivement. J'y travaille. C'est un processus, pas un événement.
Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression de faire un pas en avant. La deuxième pendaison de crémaillère était plus petite, mais non moins joyeuse que la première. Mes collègues du cabinet d'architecture ont admiré les caractéristiques de la conception, mes voisins m'ont officiellement souhaité la bienvenue dans la communauté, et Rachel s'est assurée que tout le monde avait beaucoup à manger et à boire. Tout au long de la soirée, je me suis surprise à apprécier ma maison d'une manière plus profonde, sachant que je m'étais battu pour elle et que j'avais gagné. Une semaine après la fête, j'ai reçu un email d'Amandine. Contrairement à notre père, elle ne s'est pas excusée directement, mais son message suggérait un changement de perspective. J'ai trouvé un lieu de mariage hier, une grange restaurée surplombant les montagnes. C'est en fait parfait pour ce que Julien et moi voulons, plus que ta maison ne l'aurait été. Je me demandais si tu serais disposé à regarder quelques idées de conception pour notre première maison. Pâté à maison, notre propre endroit. Julien et moi regardons des propriétés et j'apprécierais ton avis professionnel. C'était une petite branche d'olivier, mais significative venant d'Amandine. J'ai répondu que je serais heureuse d'offrir des conseils de conception quand il trouverait une propriété et j'ai suggéré de nous rencontrer pour un café la semaine suivante. Ma mère a mis plus de temps à se faire à l'idée. Les dynamiques familiales établies depuis des décennies ne pouvaient pas être réinitialisées du jour au lendemain. Mais progressivement, au cours de plusieurs mois, nous avons commencé à établir de nouveaux schémas d'interaction plus sains. La thérapie familiale nous a aidés, nous offrant un espace neutre pour discuter des attentes et des limites. 6 mois après la confrontation, j'ai organisé un petit dîner de famille chez moi. C'était la première fois que nous étions tous ensemble depuis ce jour-là. Il y avait encore des moments de tension, mais aussi de véritables rires et une connexion. Après le dîner, Amandine m'a prise à part sur la terrasse. « Ta maison est vraiment magnifique, dit-elle en regardant le lac. Et elle te ressemble tellement. Je le vois maintenant. Merci, ai-je répondu. Ça signifie beaucoup. J'étais jalouse, a-t-elle admis. Pas seulement de la maison, mais de tout. Ta confiance, ta clarté sur ce que tu veux, la façon dont tu fais bouger les choses. Tu peux avoir ces choses aussi, Amandine. Mais tu dois les construire toi-même. Personne ne peut te les donner. Elle a hoché la tête. J'apprends ça, lentement. Elle a hésité, puis a ajouté, Julien et moi avons trouvé une propriété. Rien d'aussi grandiose que ça, mais elle a du potentiel. Si tu es toujours disposé à aider avec les idées de conception. Je serais honoré, dis-je sincèrement. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, Michel et moi nous sommes assis sur la terrasse, profitant de la paix du lac la nuit. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça, dis-je en contemplant les étoiles se reflétant dans l'eau. Quoi donc? Que la propriété ne concerne pas seulement les biens. Elle concerne ta vie, tes choix, tes limites. Pendant des années, j'ai laissé les attentes de ma famille posséder des morceaux de moi. J'ai cédé mon pouvoir pour maintenir la paix. Michel a hoché la tête. Et maintenant? Maintenant, je possède ma vie complètement. Tout comme je possède cette maison. Pas égoïstement, mais authentiquement. Je suis prête à partager, mais pas à me rendre. Il a levé son verre au mien. À la propriété. À la propriété, ai-je fait écho. Et à la construction, non seulement de maisons, mais de relations qui respectent les limites et célèbrent les réussites. Dans les années qui ont suivi l'achèvement de ma villa, j'ai été confronté à des défis que je n'avais jamais anticipés. Mais à travers eux, j'ai gagné quelque chose au-delà de la structure physique de la maison de mes rêves. J'ai trouvé ma voie, établi mes limites et entamé le processus de reconstruction des relations familiales sur des bases plus saines. Ma maison témoignait non seulement de ma vision architecturale, mais aussi de ma volonté de me battre pour ce qui comptait pour moi. Chaque pièce contenait désormais des souvenirs, à la fois douloureux et joyeux, mais ils faisaient tous partie de mon histoire, de mon parcours. Et en regardant le lac paisible, j'ai ressenti un profond sentiment d'appartenance, non seulement à cet endroit, mais à moi-même. La villa que j'avais construite était plus qu'une maison de luxe, c'était un symbole d'estime de soi, de limites respectées, de rêves défendus. Et cela la rendait plus précieuse que n'importe quel bien matériel ne pourrait jamais l'être. Et vous? Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille pour protéger quelque chose d'important pour vous? Comment avez-vous géré la situation? Laissez un commentaire ci-dessous, aimez cette vidéo si elle vous a interpellé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vécues sur les dynamiques familiales, les limites personnelles et le courage de se défendre.
Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois les fondations les plus importantes que nous construisons ne sont pas faites de béton, mais de respect de soi et de limites saines.